Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Avant qu'on commence, je voudrais faire un truc très important, c'est un selfie. Donc si vous pouviez préparer vos plus beaux sourires, c'est très important. Pas tous, là. Il faut avoir des priorités dans la vie. Alors, comment design-t-on? Vous m'entendez bien? Comment design-t-on pour 1 milliard de personnes? Facebook est la première entreprise qui a la chance de connecter plus d'1 milliard de personnes dans le monde, de différentes cultures, de différentes origines, de différents âges. Et donc c'est la première fois qu'on se retrouve face à un tel problème de devoir designer pour des gens très divers, de toutes origines. Et on a donc au fil des années un peu peaufiné un process qui nous permet de limiter au maximum nos erreurs. Et je vais vous présenter quelques erreurs qu'on a fait par le passé qui nous ont amené à retravailler notre process et essayer de les éviter en futur. Ce que j'espère réussir à vous communiquer, c'est que ce process, il est laborieux, il est très intense, mais vous pouvez le réutiliser vous dans vos projets, dans vos startups, avec vos ressources, mais vous allez pouvoir l'appliquer pour essayer de limiter justement ce risque d'échec et essayer d'augmenter vos chances de succès. Alors un petit mot sur moi avant de commencer. Donc je m'appelle Christophe, je suis originaire de Pau, dans le sud-ouest. J'ai fait des études d'ingénieur informatique. J'ai travaillé dans des entreprises telles que Orange et Apple à Paris. Puis je suis parti sur San Francisco pour rejoindre une startup qui s'appelait Pars. Et Pars s'est fait racheter par Facebook un an après que je les rejoigne. Je suis chez Facebook maintenant depuis 2 ans et demi, au sein de l'équipe photo, donc qui est en charge de designer comment vous partagez les photos sur Facebook et à quoi ça ressemble une fois que vos amis ont partagé les photos. Alors un petit mot sur Facebook rapide. Facebook est plus gros sans doute que ce que vous imaginez. On est plus de 13 000 employés maintenant. Quand j'ai rejoint Facebook il y a 2 ans et demi, on était 6 500, donc on a doublé en 2 ans et demi. Et donc la question que les gens me posent quand je dis ça, c'est qu'est-ce que vous faites avec 13 000 personnes, sur quoi ils bossent? Alors je vous ai fait une petite liste de quelques-uns des produits qu'on supporte, et la liste n'est même pas exhaustive. Et pour chacun de ces produits, vous avez toute une équipe qui travaille, par exemple Newsfeed, on a toute une équipe qui travaille sur concevoir notre algorithme, toujours l'améliorer pour que vous ayez toujours le meilleur contenu possible dans votre Newsfeed. Et puis également vous donner plus de contrôle sur, je ne veux plus voir le contenu de cette personne, ou je ne veux plus voir le contenu de cette page, etc. Photo, donc on est la plus grosse plateforme photo dans le monde, on n'est que 40 à bosser dessus, donc ça donne une image un peu de du manque de ressources, même à 13 000, on manque encore de ressources. Search, on bâtit notre propre moteur de recherche pour toujours vous simplifier la vie quand vous cherchez un ancien post, un événement autour de vous, etc. Puis des produits comme Messenger, Instagram, WhatsApp, vous imaginez bien qu'il faut quand même du monde pour bosser dessus. Et tout ça, c'est que la partie produit. On a évidemment des équipes RH, des équipes marketing, des équipes sales. Donc au final, on arrive très rapidement à 13 000 personnes et ça continue à grandir. Une autre question qu'on pose souvent par rapport à Facebook, c'est comment vous travaillez sur vos produits, quel type de rôle vous avez. Et en fait, c'est principalement 3 personnes qui vont être à la tête d'un projet et qui vont le guider tout au long de sa phase de développement. Un product manager qui a en fait un rôle un peu différent de ce qu'on peut voir ici en France, où le product manager va juste avoir un rôle de coordination, coordination au sein de l'équipe et coordination avec les autres équipes, avec l'équipe juridique, l'équipe marketing, etc. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre quelque part, et il s'assure que tout le monde joue en symphonie. Un deuxième rôle qui est le rôle d'engineering manager. Donc l'engineering manager va être le manager de tous les ingénieurs qui vont bosser sur le projet. Et suivant le projet, on peut avoir des fois 1 ou 2 ingénieurs et des fois une quinzaine, une vingtaine, c'est pour vraiment l'ampleur du projet. Et enfin un product designer, parfois 2 sur les très gros projets, qui lui va être en charge de concevoir d'identifier le problème, de concevoir des solutions et puis les tester. Alors qu'est-ce que c'est que ce rôle de product designer? On me demande aussi souvent. C'est un rôle qui a émergé dans les dernières années. On a vu en 2007-2008 l'explosion de l'iPhone, de l'App Store, et les entreprises qui commencent dans la tech en particulier à prendre en considération le design et se dire ça peut être un différenciateur, ça peut nous permettre de faire de bons produits. Et le rôle de product designer, c'est un peu une évolution naturelle de ça, où au fur et à mesure, les designers ont pris plus de responsabilités dans les entreprises. On arrive avec un profil maintenant où le designer va en fait avoir une influence sur le produit en lui-même, sur la stratégie de produit, sur le business. Pour vous schématiser un peu un produit et son cycle design, j'ai pris la métaphore de l'iceberg. Et donc, un iceberg, il y a une partie en surface,
c'est donc pour votre produit, ça va être votre interface, à quoi ça ressemble. Et la discipline design qui est associée à ça, c'est ce qu'on appelle le visual design. Donc ça va être le choix de la typographie, des couleurs, s'assurer qu'il y a une sorte de consistance entre les différents écrans, etc. La deuxième discipline, qui est un peu plus en profondeur, c'est l'interaction design. C'est comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe lorsque j'annule, comment je reviens en arrière, etc. Et enfin, la dernière étape, qui est vraiment à la base de votre produit, à la base de votre process, c'est le product thinking. C'est se poser les questions de quel est le problème en fait qu'on cherche à résoudre. Est-ce réellement un problème pour nous, est-ce un problème pour l'utilisateur? Quelle est la priorité de ce problème par rapport à d'autres problèmes qu'on pourrait chercher à résoudre? Quels vont être les cas particuliers? Tout ça. C'est un travail qui en fait, si on ne le fait pas bien, on pourra à la catastrophe 9 fois sur 10. C'est 9 fois sur 10 les échecs qu'on a eu chez Facebook, c'est parce que la partie product thinking, on n'a pas fait un bon boulot, on ne s'est pas posé les bonnes questions, on a foncé droit dans le mur avec les solutions. Alors, le process. Donc, je vous le disais, c'est un process qu'on peaufine, on peaufine encore toujours au fur et à mesure qu'on fait les erreurs, on apprend et on essaie d'améliorer notre process. J'ai essayé de vous le décomposer en 3 parties essentielles. Une première étape qui est une phase de compréhension. On va chercher à comprendre quel est le problème qu'on cherche à résoudre, quelle est notre audience, à qui on s'adresse, quel est leur contexte, dans quelles conditions ils vont utiliser notre produit. Et puis on va définir des objectifs. On va essayer de réfléchir aux cas particuliers qu'on va avoir à supporter pendant le développement du produit. Une deuxième étape que j'ai appelée l'étape d'exploration. On va en fait explorer un maximum de solutions possibles. On va travailler avec notre équipe recherche, avec la data, et on va essayer d'identifier des solutions, des micro-problèmes qu'on peut résoudre, afin de nous aider à résoudre ce plus gros problème qu'on a. Et enfin, une phase d'itération où on va développer ces différentes solutions qu'on a trouvées, et on va les tester, et on va apprendre de nos erreurs, et puis on va continuer à peaufiner jusqu'au moindre détail possible. Alors cette phase de compréhension, c'est sans doute la phase la plus importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le product thinking. C'est vraiment là que va se jouer le destin de votre produit, et en tout cas le destin de nos produits chez Facebook. Comprendre vraiment le problème qu'on cherche à résoudre, et est-ce qu'on devrait vraiment investir dans ce problème, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on devrait faire à la place. Je suis désolé, c'est un petit peu lent. Donc, comprendre le problème. Est-ce réellement un problème déjà pour l'utilisateur, ou est-ce que c'est un problème pour nous, l'entreprise? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et est-ce un micro-problème, ou est-ce qui fait partie d'un plus gros problème, ou est-ce que c'est vraiment, on s'attaque vraiment au vrai problème fondamental? Et puis aussi, quel impact va-t-on avoir en essayant de résoudre ce problème pour les autres? Un exemple, Uber. Quand Uber s'est attaqué à son problème, le problème en surface, c'était c'est compliqué d'appeler un taxi. Quand on est en ville, c'est pas toujours évident de trouver un taxi. Donc une solution évidente avec laquelle ils auraient pu venir, c'est une application qui vous connecte avec les services de taxi. Vous appuyez sur un bouton, ça vous met en relation avec Taxi S7 ou n'importe quoi. Mais ce que Uber a fait de bien, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi à quel est le problème fondamental qu'on cherche à résoudre. Le problème fondamental, c'est quelqu'un a donné d'un point A à un point B. Il n'a pas de moyen n'a pas de véhicule, n'a pas de moyen de transport pour se rendre à sa destination. Donc ils ont regardé des solutions existantes. Transport en commun, c'est pas vraiment d'un point A à un point B, c'est plutôt d'un point C à un point D. Ou les taxis, qui étaient sans doute la meilleure solution à ce moment-là. Et ensuite, ils ont regardé quels sont les micro-problèmes avec l'expérience du taxi. Appeler le taxi, effectivement, c'est un micro-problème. Une fois que le taxi est là, le taxi il doit vous trouver également, c'est un autre micro-problème. Et puis une fois qu'on est dans le taxi, donner la destination, s'assurer qu'il comprend bien la destination et qu'il n'envoie pas la destination des endroits. Puis au long du trajet, s'assurer que le taxi ne fait pas un énorme détour et vous fait payer le double de ce que vous auriez essayé. Puis évidemment le paiement. Comment on procède au paiement, cash, crédit, carte de crédit, etc. Et pourboire éventuellement dans certains pays comme les États-Unis. Et puis enfin, si jamais l'expérience ne se passe pas bien, aucun moyen vraiment avec un taxi de se plaindre pour que l'expérience soit améliorée la prochaine fois. Donc en fait, on voit bien que Uber a regardé vraiment le problème, le vrai du problème, le gros du problème, et attaquer les mini-problèmes et essayer de trouver des solutions qui au final
solve ce grand problème qui est le transport, aller d'un point A à un point B. Alors, dans cette phase de compréhension, une étape vraiment importante, c'est de comprendre son audience. À qui est-ce qu'on s'adresse? Ça m'arrive de rencontrer des entrepreneurs et leur demander c'est quoi l'audience de votre produit. Et 9 fois sur 10, ils me répondent « Oh, mais moi je m'adresse à tout le monde, tous les utilisateurs, tout type d'âge. » Non, c'est rarement le cas. Facebook est probablement avec Google et Apple, les rares entreprises qui effectivement ça peut s'adresser à tout le monde. Mais si vous êtes en train de travailler sur une application pour lire des livres sur iPhone, déjà vous adressez aux utilisateurs d'iPhone. Déjà c'est une petite partie de la population. Et puis sans doute vous adressez à des gens entre 16 et peut-être 35-40 ans qui sont intéressés par lire des livres sur mobile. Donc on voit bien qu'on a déjà une audience relativement resserrée. Et comprendre votre audience, comprendre le contexte dans lequel ils vont utiliser votre produit, c'est quelque chose qui va vous servir énormément au fur et à mesure du développement de votre projet. Un exemple, chez Facebook, un énorme échec. Vous connaissez tous les mimes internet, vous en avez forcément vu dans votre vie en ligne. Il y a quelques années, on a senti arriver l'émergence de ces mimes sur Facebook, et de plus en plus de mimes se propager sur le réseau, et les gens commençaient à se plaindre qu'ils ne voyaient plus les photos de leurs amis, à la place ils voyaient des mimes. Et donc on voyait les gens commencer à se désintéresser, passer de moins en moins de temps sur Facebook. Et donc l'équipe Newsfeed a mis au point une techno qui permet de détecter les mimes et de les différencier des photos normales, afin d'améliorer leur algorithme et puis de vous sortir les photos de vos amis d'abord et après les mimes. Alors quand ils ont lancé ça, c'était un grand succès, tout le monde était très content. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée, les gens se sont mis à utiliser Facebook beaucoup plus, à repartager leurs photos, etc. Mais ce que l'équipe Newsfeed s'est rendu compte, c'est qu'au Brésil, c'était l'effet inverse. Les gens ont complètement cessé d'utiliser Facebook. Le temps d'utilisation par jour a descendu dramatiquement, les gens ont arrêté de partager. Et du coup, l'équipe s'est demandé pourquoi, et a regardé, et en fait, on s'est rendu compte que 75% du contenu partagé au Brésil, c'était ces mimes. Les gens n'avaient pas forcément des super appareils photo, des téléphones avec appareils photo, donc ils partageaient ces images et ça les faisait rigoler. Donc, fondamentalement, on leur avait cassé leur expérience Facebook. Donc ça montre un peu l'importance de comprendre son audience, comprendre le contexte et pas généraliser un problème à toute son audience. Il y a toujours des gens pour qui le problème est différent et il faut absolument prendre ça en compte. Un autre aspect de comprendre votre audience, c'est comprendre le contexte sur lequel ils vont utiliser vos produits. Ceci est ce qu'on appelle un feature phone. Un feature phone, c'est comme un smartphone avec une fonctionnalité beaucoup plus limitée. Et ça représente 58% du marché mobile aujourd'hui, normalement. 58%. Donc ça veut dire que quand vous adressez à des smartphones, en réalité, vous adressez à 42% des utilisateurs mobiles. Alors évidemment, ce chiffre il est en baisse. Pour la première fois cette année, les ventes de smartphones ont égalé les ventes de feature phones, donc on peut imaginer qu'à terme, il y aura plus de smartphones, mais ça veut dire qu'en tout cas pour Facebook, on est obligé de prendre ces gens en compte, parce que ça représente plus de la moitié de notre audience. Un autre slide intéressant, au cas où vous poseriez toujours la question de est-ce que je devrais démarrer sur Android ou sur iOS, c'est les chiffres de cette année des ventes de smartphones. 83% des smartphones vendus sont des Android, 13% sont des iPhones, quelques pourcents restants pour Android 2 et d'autres plateformes. C'était les mêmes chiffres en dernier, les mêmes chiffres il y a 2 ans. Donc évidemment, pour une entreprise comme Facebook, on se doit de regarder d'abord Android et s'assurer que le maximum de nos utilisateurs va avoir une expérience au moins aussi bonne que les gens qui sont sur iPhone. Et ça compte aussi pour vous. Considérez ça, même si le code pour iPhone est sans doute plus simple, votre audience est réellement sur Android. Un autre aspect important de cette compréhension de l'audience, c'est comprendre la connectivité, comprendre dans quelles conditions ils vont utiliser votre produit. On a de la chance, on est en France, on est ici à Lyon, on a de la 4G, de la 3G, le Wi-Fi, c'est génial. Mais même en France, il y a plein de régions où il n'y a pas la 3G, les gens sont en 2G. Et évidemment, quand vous êtes Facebook et vous adressez au Bangladesh, à l'Inde, au Mexique, vous avez énormément de zones qui ne sont pas couvertes par la 3G. Et donc s'assurer que l'expérience va malgré tout être bonne pour les gens et qu'on s'assure qu'on va loader le texte avant les photos, qu'on va optimiser le chargement de photos pour que ce soit le plus rapide possible. C'est des choses qui vont rendre l'expérience utilisateur énorme, bien meilleure. Et il faut vraiment le prendre en compte, c'est presque plus important que tout le reste. Enfin, un autre aspect important de cette phase de compréhension, c'est comprendre la priorité du problème auquel vous adressez. Est-ce que c'est réellement la chose la plus importante que vous pourriez faire aujourd'hui?
J'ai un exemple. Ça m'arrive de rencontrer des entrepreneurs, de boire un café avec eux et de ils présentent leur application et je leur demande c'est quoi les fonctionnalités que vous avez prévues pour le futur. Et donc ils ont toujours plein d'idées d'amélioration, etc. Et des fois je leur demande, imaginons que vous avez une semaine, et dans une semaine vous devez lancer votre appli et après vous ne pouvez plus jamais la retoucher. Sur quoi vous bossez? Alors là généralement c'est silence radio, parce qu'ils ne se sont pas posé la question de quelle serait la chose la plus impactante sur laquelle je pourrais bosser aujourd'hui. C'est un travail qui est difficile, c'est pas forcément facile d'avoir la réponse, mais posez-vous la question lorsque vous attaquez un problème, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose que je pourrais faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important? Toujours dans cette phase de compréhension, déterminer les objectifs. Quels sont nos objectifs? Imaginons qu'on travaille sur redesigner notre processus d'inscription sur notre appli. Quelles métriques on va suivre, quelles stats on va suivre pour s'assurer qu'on fait du progrès, qu'on va dans le bon sens. Donc pour l'exemple du formulaire d'inscription, ça va être le temps que les gens passent entre le début et la fin de l'inscription du formulaire, ou le pourcentage de conversion. Et définir ces objectifs, en fait, ces métriques, ça va vous servir tout au long du process à prendre des décisions. Quand vous allez avoir deux solutions et que vous allez les mettre en concurrence, regardez laquelle impacte le mieux vos objectifs, va vous permettre de prendre des décisions. Ou en tout cas, vous aider à prendre des décisions. Enfin, dernier aspect de cette phase de compréhension, des cas particuliers. À l'échelle de Facebook, un cas particulier, on va dire 1% des utilisateurs, on parle de dizaines de millions de personnes. Donc évidemment on ne peut pas les ignorer. Et faire cet effort de comprendre les cas particuliers dès le début, ça permet tout au long du process de design et de développement de prendre en considération ces cas particuliers. Et des fois, on arrive avec des solutions bien meilleures que si on les avait ignorées au départ. Donc même pour vous, pour vos startups, pour vos applis, pour vos sites web, prenez en compte les cas particuliers dès le début. Même si vous ne pourrez pas forcément les résoudre immédiatement, prenez-les en compte, ça va vous aider à trouver des solutions plus flexibles. Alors la deuxième phase de notre process, c'est la phase d'exploration. Magnifique photo de moi en train d'explorer. Donc ça va être la phase où on va explorer les solutions possibles à notre problème, un maximum possible, et puis on va utiliser différents outils, la recherche, la data, notre intuition, pour trouver les meilleures solutions et puis commencer à les tester. Donc le premier outil qu'on utilise, c'est la data. La data va vous servir, vous connaissez maintenant votre problème fondamental, votre audience, et la data va vous permettre de comprendre les micro-problèmes sous-jacents, donc les différentes choses qui cassent l'expérience et sur lesquelles vous allez devoir travailler. J'ai un exemple précis. En début d'année, j'ai travaillé sur un projet avec... J'étais dans un bureau avec notre data analyst, donc une personne qui est en charge de nous aider à comprendre les données qu'on a et essayer de nous sortir des métriques intéressantes. Donc je travaillais avec lui et je lui posais la question, quel pourcentage de gens ont l'intention de partager une photo sur Facebook? Donc ils ouvrent Facebook, tapent sur le bouton photo, sélectionnent une photo, puis au dernier moment décident d'annuler. Alors on a regardé ça, on s'est rendu compte que presque 30% ça correspondait à presque 30% des cas. Dans 30% des cas, les gens au dernier moment décidaient d'annuler et de ne pas partager la photo. On s'est dit là il y a une énorme opportunité, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit pouvoir aider ces gens à franchir la ligne d'arrivée. Donc là on a utilisé un deuxième outil, qui est la recherche. On a été parler aux gens, pas moi directement, mais notre équipe recherche, parler aux gens pour essayer de comprendre les raisons, les motivations qui les poussent à annuler au dernier moment le partage de leur photo. Et les deux raisons qui sont ressorties, les deux raisons principales, c'était ma photo n'était pas assez jolie. Donc je suis allé sur Instagram pour ajouter des filtres. Il se trouve qu'à ce moment-là, on avait déjà commencé à travailler sur des filtres photos pour Facebook, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième raison, c'était qu'ils n'étaient pas assez fiers de leur photo, elle n'était pas assez intéressante. Ils avaient peur que leurs amis la trouvent pas assez intéressante, soit pas assez drôle, soit pas assez triste, pas assez expressive. Ou bien c'était une photo de groupe et puis il y avait une personne dans le groupe qui faisait pas une super tête, donc ils étaient un peu embêtés à la partager. Alors, donc on avait identifié un micro-problème, on a commencé à comprendre un peu le pourquoi de ce problème. Et donc là, on a utilisé notre intuition, on a commencé à dessiner des solutions. Et au final, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est vraiment à l'intersection de votre intuition, de la data et de la recherche que vous allez trouver les meilleures solutions. Vous ne pouvez pas juste foncer avec votre intuition, parce que 9 fois sur 10, vous allez vous poser sur un mauvais problème. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de regarder la data parce qu'elle ne va pas vous expliquer quel est vraiment le problème, vous allez juste voir qu'il y a un problème. Et donc c'est vraiment l'intersection de ces trois outils qui va vous permettre de trouver de bonnes solutions. Alors là, en l'occurrence, la solution qu'on a trouvée,
c'est d'ajouter une fonctionnalité pour laisser les gens ajouter des stickers, des autocollants sur leurs photos avant de les poster, ce qui permet de passer de ça à ça. Magnifique. Et effectivement, on a vu les chiffres, on a vu le résultat, et le résultat il était très satisfaisant. On s'est rendu compte qu'on aidait ces gens à rendre leurs photos plus intéressantes, à la rendre plus expressive, à cacher cette personne qui faisait une mauvaise tête sur la photo de groupe, etc. Un autre aspect important de cette phase d'exploration, c'est de définir une vision. Alors, la façon dont on fait ça chez Facebook, c'est le designer va passer 2-3 jours à bosser sur la solution ultime à ce problème, en oubliant les contraintes de temps, de ressources, etc. On réfléchit vraiment à quelle est la solution ultime à ce problème. Et ensuite, on en fait un petit prototype, une petite vidéo, on partage ça avec l'équipe, et ensuite on se remet à zéro et on commence à travailler sur une solution plus réaliste. Et avoir cette vision, ça permet, au fur et à mesure du process, de prendre des décisions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des objectifs, des métriques, c'est une chose, mais des fois on a deux solutions qui, au niveau des métriques, paraissent pareilles, paraissent similaires, ou bien on n'a pas encore commencé à travailler sur la solution, mais on a ces deux solutions et on ne sait pas vraiment laquelle choisir. Avoir une vision, ça va vous aider à choisir la solution qui semble nous amener le plus rapidement vers la vision qu'on a finale pour notre problème. Un autre aspect de cette phase d'itération, c'est de créer des prototypes. Donc ça, on utilise chez Facebook des outils qui nous permettent, les designers, de faire des prototypes qui sont plus avancés que simplement des mock-ups statiques. Et donc ça nous donne, ça nous permet en fait de comprendre un peu mieux comment notre produit va fonctionner, d'aller au-delà de juste designer des écrans, mais vraiment ressentir comment le produit va fonctionner. Et ça nous permet également de communiquer avec notre leadership, avec Zuck, et de présenter les vidéos plutôt que de juste lui présenter les mock-ups statiques. Donc ça lui donne un meilleur aperçu de comment le produit va fonctionner. Mais également, ça nous permet de tester ça avec des vrais utilisateurs, de les faire venir et leur filer le prototype sur le téléphone et les laisser jouer avec la solution, sans même avoir investi du temps en développement. C'est quelque chose de super important. Le seul risque avec ça, c'est de tomber amoureux de ces solutions. C'est l'erreur numéro 1 quand on est un peu junior designer, c'est d'avoir une solution et d'en tomber amoureux et de devenir le gardien de sa solution et de ne pas prendre le feedback en considération et de vouloir toujours contrôler sa solution. Il faut savoir faire abstraction, et surtout quand on investit du temps et qu'on crée des prototypes comme ça, il faut savoir comprendre que c'est le produit, c'est juste un produit, c'est pas vous qu'on attaque quand on donne du feedback à votre produit. Alors la dernière étape, c'est l'étape d'itération. Donc on a défini notre problème, on a défini notre audience, on a nos objectifs, on a commencé à explorer des solutions, on a une vision. Maintenant il est temps de tester nos hypothèses. On a fait énormément d'hypothèses tout au long du process, maintenant il est temps de les tester et s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors la première étape super importante, ça va être de décomposer notre solution en micro-solutions. On peut imaginer qu'on travaille sur un gros redesign de notre application, on a fait des changements majeurs du style, on a une nouvelle barre d'onglets, on a changé l'ordre des onglets, on n'avait pas une barre d'onglets avant. On a changé la méthode d'affichage principale de notre écran d'accueil avec cette grille à deux colonnes. On a changé notre moteur de recherche, avant c'était un bouton qui nous ouvrait une pop-up, maintenant c'est un champ de texte avec un bouton pour envoyer. Et donc l'erreur évidente, ça serait de tester ce nouveau redesign et de le comparer avec le design précédent. Le problème, c'est que vous allez juste apprendre si ça marche ou si ça ne marche pas, mais vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc la solution, c'est de décomposer votre problème en micro-problèmes, comme je vous le disais, et tester cette nouvelle barre d'onglet avec la solution que vous aviez avant. Et indépendamment de tester cette nouvelle grille avec ce que vous aviez avant. Et tester le nouveau moteur de recherche avec ce que vous aviez avant. Indépendamment, comme ça vous allez regarder vos résultats et vous rendre compte que le champ de recherche, ça marche bien. Par contre, cette grille d'affichage, c'est pas terrible. Les gens ont l'air de ne pas trop fonctionner, de ne pas trop l'utiliser, ou de ne pas trop scroller, etc. Donc vous allez comprendre ce qui marche pas, et vous allez pouvoir peaufiner votre produit. Un exemple d'erreur qu'on a fait chez Facebook, on n'a pas fait ce travail de décomposition. Il y a 2-3 ans maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, on avait annoncé un grand redesign de notre expérience sur le web, avec cette barre de navigation sur la gauche, avec des icônes, qui nous permettait d'enlever un peu de l'UI sur notre produit et de l'aérer un peu et de donner une plus grande importance à votre contenu, et donc de rendre les photos plus grandes, plus aérées. Puis on avait cette barre de recherche avec, sur la barre du haut, sur la barre violette, avec juste un libellé qui dit search, sans champ de texte, sans rien.
Donc l'équipe Newsfeed était super ravie d'avoir de ce produit et l'a annoncé à tout le monde et puis l'a lancé en test dans 1% de nos utilisateurs. Et là ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. Mais ils ne savaient pas quoi. Ils savaient juste qu'il y avait des métriques qui allaient dans le bon sens et des métriques qui allaient dans le mauvais sens. Et donc là ils ont passé un an à décortiquer leur solution, plusieurs solutions, en micro-solutions et à les tester indépendamment pour comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et au final revenir avec un design qui était plus efficace que ce qu'il avait avant. Alors, un autre aspect important de cette phase d'itération, c'est de tester vos hypothèses. Donc, il y a les tester avec du A/B testing, comme je vous ai montré avant, vous les lancez et puis vous regardez les résultats et ça va vous donner une première indication sur ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. Mais ça ne va pas remplacer parler à des vrais utilisateurs et comprendre qu'est-ce qui passe dans leur tête, lorsqu'ils jouent avec votre produit. Il y avait une présentation ce matin qui expliquait comment faire ça quand on a zéro moyen. On peut aller dans un café, on peut simplement payer un café à des gens et leur demander de passer 5 minutes à utiliser notre fonctionnalité. À l'échelle de Facebook, on a la chance d'avoir une équipe recherche qui a ces laboratoires où ils font venir des candidats, des participants qui recrutent et qui vont être dans une salle avec le chercheur et ils vont jouer avec la fonctionnalité. Et c'est un peu en mode FBI, on a ce miroir, on voit dans un sens, et nous on est de l'autre côté, ils savent qu'on est là mais ils ne nous voient pas, donc ils n'ont pas l'impression d'avoir 10 personnes qui les regardent. Et nous ça nous permet de voir comment ils se comportent, et de prendre des notes et de comprendre, bon mais là voilà, la personne ne sait pas sur quel bouton appuyer pour aller à l'étape suivante, on a un problème, on n'est pas clair, il faut qu'on retravaille. Un autre aspect important, l'importance des mots. Je vois trop souvent des applications où les designers ont pensé qu'un icône c'était mieux qu'un texte. Je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Je peux vous garantir que si vous utilisez le petit avion en papier pour indiquer envoyer, vous pouvez être sûr qu'il y a 15-20% de vos utilisateurs qui ne comprennent pas du tout votre icône. Et si vous ne mettez pas un libellé à côté, ils ne vont jamais trouver comment envoyer. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez sans doute, vous utilisez sans doute tous Facebook, une grande partie d'entre vous. Vous avez tous vu cette barre d'onglet en bas qu'on a, avec différents onglets, différents icônes, notamment Messenger avec une petite bulle, des notifications avec une petite planète. On a essayé, une fois, on a lancé un test, on a enlevé tous les textes. On a pushé une version de l'application avec juste les icônes. On s'est rendu compte que même l'icône notification qui existait depuis 10 ans dans Facebook, cette petite planète avec un petit badge, les gens ne la comprenaient plus. Donc j'essaie juste de vous communiquer l'importance des mots. Et qu'un icône, ce n'est pas une substitution pour un mot. Un icône plus un mot, ça peut être très bien, mais un icône tout seul, ça ne fonctionne pas. Et pour vous donner un autre exemple de l'importance des mots, on a fait un test récemment sur un produit sur lequel on travaille, où on a remplacé le mot partage, partagé par le mot suivant. En fait, l'action de ce bouton, ça vous amène sur l'écran, vous allez sélectionner l'audience avec laquelle vous vouliez partager vos photos, et puis rajouter un texte, etc., taguer vos amis. Donc en réalité, l'action c'était d'aller à l'étape suivante. Et donc on a testé ce changement de mot et on s'est rendu compte que 20% de plus de personnes passaient à l'étape suivante. Et donc quand on a demandé aux gens pourquoi ils étaient embêtés par ce mot partagé, et bien en fait on a eu le feedback que j'avais l'impression que ça allait partager directement et j'avais envie de pouvoir contrôler mon audience, taguer mes amis, etc. Donc l'importance du mot, de travailler énormément sur vos mots, assurez-vous que vous choisissez toujours les meilleurs mots. Enfin, l'importance de soigner les détails à l'échelle d'une entreprise comme Facebook. L'introduction d'un nouveau bouton, d'un nouveau texte, d'un moindre pixel peut avoir une importance capitale. Je vais vous donner un exemple rapide. L'exemple du bouton like, où vous l'avez sans doute tous vu, c'est un bouton que vous trouvez sur Le Monde, sur BuzzFeed. À la fin d'un article, vous pouvez cliquer pour liker l'article et le partager avec vos amis. Ce bouton, il y a 2-3 ans, l'équipe en charge de ce bouton s'est dit bon, on va le redesigner, on va essayer de le mettre à jour parce qu'il n'est plus du tout aligné avec notre branding. Et alors on imaginait que c'était un projet facile, que ça allait prendre 2 heures au designer pour faire 3 boutons et puis une journée pour les développeurs pour l'implémenter. Sauf qu'en fait, il y a énormément de contraintes. La première contrainte, c'est que ce bouton il est visible sur 8 millions de sites, donc impossible de changer la taille du bouton, même par le moindre pixel, parce qu'on risque de casser des centaines de milliers de sites. Deuxième problème, c'est la langue. Ce bouton il est disponible dans des milliers de langues, des centaines de langues, et des langues, certaines qui se lisent de droite à gauche, certaines avec des caractères un peu particuliers, certaines très très longues comme l'allemand, où le mot j'aime est relativement long. Et donc,
il faut s'assurer quand on est designer que ce bouton il va toujours avoir une bonne balance, qu'il va fonctionner correctement dans tous ces langages. Et puis aussi les contraintes techniques. C'est la solution finale, ils ont utilisé un dégradé. Il a fallu s'assurer que ce dégradé allait fonctionner même dans les navigateurs très anciens, parce que ce bouton est utilisé partout dans le monde, il devait être supporté par tous les navigateurs. Alors au final, l'équipe qui pensait passer peut-être quelques heures sur ce projet s'est retrouvée à passer 5 semaines à peaufiner ce bouton en parallèle de d'autres projets. Alors on peut se demander pourquoi investir 5 semaines sur un bouton. La réponse elle est simple, ce bouton c'est la chose la plus vue dans le monde chaque jour. 22 milliards de fois, ce bouton est vu par des gens par jour. Et ce changement de design, qui paraît relativement simple, on est passé de ça à ça, a permis une augmentation de 10% du nombre de clics quotidiens sur ce bouton. Donc vous imaginez l'importance pour le monde, pour BuzzFeed, pour les gens qui trouvent plus facilement le bouton et qui partagent, et même pour Facebook parce que ça crée tout ce contenu sur notre plateforme. Alors en conclusion, on voit que Facebook a perfectionné au fil des années un process qui nous permet de limiter nos échecs et d'augmenter nos chances de réussir, évidemment. Ce process, il est long, il est gourmand, mais il nous paraît indispensable pour éviter de répéter les erreurs qu'on a fait dans le passé. Et j'espère que vous aurez retenu que ce process, vous pouvez l'appliquer à vos projets. Il est relativement simple, comprendre, explorer, itérer. Et si vous le faites, je vous garantis que vous allez limiter au maximum vos chances d'échec et adapter-le évidemment à vos besoins et à vos ressources, mais pensez-y. Je voudrais finir avec un poster qu'on voit un peu partout sur le campus de Facebook, Done is better than perfect. Je crois qu'en fait, il s'explique par lui-même. À un moment donné, on cherche tous, en particulier les designers, à avoir la solution parfaite à un problème. La solution parfaite, elle existe très rarement, et vous allez passer des années à la trouver. Donc il faut savoir à un moment se faire violence et lancer vos idées et apprendre de vos utilisateurs. Apprendre comment ils utilisent votre problème, votre solution, votre produit, et itérer. Voilà. C'est tout pour moi. Vous avez des questions ?